C'est vrai que tu as eu quand même accès à un certain dispositif pour arriver à Sciences Po, mais est-ce que pour toi, en fait, c'est un truc qui est à la portée de tous, il faut charbonner un peu plus que les autres? Comment, en fait, ou bien c'est des portes qui sont fermées, quoi, je sais pas. Mm. Alors, je pense effectivement, quand on est issu de minorités, il y a des barrières. Il y a Hmm. des barrières. Je pense que Ok. déjà, il y a l'autocensure qui s'exerce. Mhm. Et bien avant Sciences Po ou avant justement notre entrée en études supérieures, je pense qu'il y a de l'autocensure et que le fait de ne pas avoir forcément de représentation ça joue, mais aussi le fait qu'une image assez, comme tu disais, de prestige, euh, d'élitisme Mhm. soit associée à ces grandes écoles alimente cette autocensure. Donc je pense que ça joue effectivement. Maintenant, le fait que des personnes comme moi, et même j'ai plein d'amis aussi que j'ai rencontrés à Sciences Po, qui me ressemblent de par leur parcours, de par leur Mhm. milieu social, de par leur origine culturelle. Le fait que des personnes comme moi et ces personnes-là soient à Sciences Po montre que ce n'est pas impossible. Mhm. C'est possible, mais c'est clair qu'il il y a plein de barrières auxquelles on est confronté. Et je pense que la première barrière, c'est vraiment l'autocensure. C'est Mhm. de se dire ce n'est pas fait pour moi. Salut Armand, comment tu vas? Salut Patrick, ça va très bien et toi? Ça va, bah, depuis la CAN, hein. Ouais, Depuis ça la CAN. remonte là. Ça Ouais, je t'ai remonte un parlé peu. voilà, de mon podcast, je voulais le faire et tout. Et puis, ce qui m'a touché surtout, c'est que tu as dit, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Ouais. Et donc, voilà. Et sinon, la CAN, t'avais kiffé, toi? Franchement, c'était une belle période. Comment, je crois qu'il y avait le match Côte d'Ivoire-Congo. Oui. En plus, tu as suivi? Moi, j'étais allé au J'étais au stade. stade, ouais. Ah J'étais au ouais? stade et Ah, je en savais fait, pas. au départ, j'étais dans la tribune avec les supporters ivoiriens. Et après, t'es passé au Congo. Et j'étais la seule avec le maillot du Congo, je vois les buts qui passent, enfin, voilà. Et ensuite, j'ai rejoint la La tribune tribune avec les des Congos. supporters ouais, congolais, où là, Ouais, je me t'es sentais triste. plus, je me sentais plus parmi les miens. Bah écoute, ouais, déception, mais en vrai, on a très bien joué et le fait que le Congo soit allé jusqu'à ce stade, déjà, je suis vraiment très contente. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et En tout toi, qu'est-ce cas, que t'en as pensé? en vrai, bon, après, j'étais avec des Ivoiriens, tu te rappelles. Oui, c'est Donc, ça, ouais. donc, il n'y a C'est pas, ça. voilà, je supporte directement la Côte d'Ivoire, mais c'était bien. Ouais, J'ai très bien aimé l'ambiance, surtout au stade et tout. En tout cas, c'était très bien. ouais, Une bonne ambiance et totalement, tout. totalement. Et donc, bah voilà, merci à toi d'avoir accepté d'être invité sur ce podcast. Merci à Pour toi pour t'expliquer un peu le l'invitation. concept, je t'en prie. Ouais. Pour t'expliquer un peu le concept, en fait, le but c'est d'inspirer tout simplement la jeunesse africaine. Ok. C'est-à-dire, on donne la parole aux jeunes. C'est un podcast qui est fait par des jeunes pour des jeunes. Mhm. Et le but, c'est de s'inspirer tout simplement des personnes qui ont un parcours excellent. Il faut le dire. Voilà. Quand on fait bien les choses, il faut le dire. Et donc, voilà, pour inspirer ceux qui veulent aussi, en tout Mm. cas, faire de brillantes études, aspirer à de très grands postes. Et je trouve en fait que, voilà, je trouve que tu fais quand même pas mal de bonnes choses. Donc, Merci, c'est faudrait, gentil. faudrait qu'on en parle. Et donc, merci à toi. Du coup, là, on va revenir un peu sur ton parcours, comment tu as grandi, les bases un peu de, voilà, les fondements et ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Donc, si je dis par exemple, comment tu te présentes d'ailleurs, comment tu te présentes aujourd'hui? Waouh. Comment je me présente aujourd'hui? Armande, Ok, 26 ans, d'accord. diplômée de Sciences Po, Ok, Paris, et actuellement je travaille donc à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. ok. Ouais. Et à Abidjan, du coup, tu es basé à Abidjan. Ah ouais, je suis basée à Abidjan. Ok. Ah, comment dire, comment on arrive là? Bon, je pense on aura le temps vraiment Ouais, de découvrir. Donc, du coup, en fait, tu es né en France, c'est ça? oui, Ok, née, grandi en France, donc en région parisienne, ok. Quelle ville? en banlieue, donc Melun? en Seine-et-Marne. Ouais, Oui, ok, c'est d'accord. ça. Tu es né à Melun, tu grandis à Melun. Exactement, vers là en tout cas. Et Et ok, tu fais tes premières, enfin, les études secondaires à Melun aussi. oui, donc dans mon collège de secteur, mon lycée de secteur Ok, aussi. Et donc c'est justement au lycée que j'ai entendu parler de Sciences Po ok, et que j'ai eu un peu cette révélation où je me suis dit, ok, j'ai envie d'intégrer cette institution. Et voilà, les choses, j'ai suivi en fait l'atelier Sciences Po qui était dispensé dans mon lycée d'accord. et donc qui m'a permis de me préparer et d'intégrer donc par la suite Ok. l'institution. Et après, je ne sais pas, quand tu te dis au lycée, tu veux aller à Sciences Po, est-ce que ton milieu aussi social te permet de pouvoir prendre ce type de décision Mm. ou c'est vraiment toi, ta manière de voir les choses et aussi pourquoi Sciences Po en vrai, en fait? Ouais, Pourquoi pas une autre école? ouais. Je pense que
eu une révélation donc au lycée, et parce que déjà Sciences Po, il y a tout le prestige qui est associé à cette institution. Et c'est vrai que quand je vais commencer à m'intéresser justement à ce cursus, à la formation que dispensait Sciences Po, je me suis dit c'est totalement ce qui m'intéresse, les sciences politiques, les relations internationales, en sachant qu'effectivement c'est une institution qui est, je crois, deuxième au niveau international sur les questions, au niveau mondial, pardon, sur les questions de sciences politiques. Donc pour moi, c'était aussi l'excellence de la formation et tout l'intérêt que j'avais pour les thématiques qui étaient traitées, donc exactement dans le cadre de ces enseignements. Et après, c'est une école aussi qui est très tournée vers l'international, ouverte sur le monde. Et je pense que c'était vraiment tout ce qui me correspondait, en tout cas, à cette période-là. Ok. Et après, c'est intéressant. Mais la politique, par exemple, c'est quoi? C'est à ce moment-là que tu développes un peu ton amour pour la politique ou c'est déjà très tôt tu te rends compte vraiment que c'est quelque chose que tu aimes? Si tu veux, je te donne un exemple. Moi, j'ai souvent aimé le journalisme, mais finalement, j'ai pas fini journaliste. Mais c'est comment est-ce que j'ai commencé à développer un amour pour le journalisme et la télé, en fait, en vrai. C'est depuis tout petit, c'est-à-dire que je regardais, en fait, les journaux à la télé. Bon, après, c'est peut-être que aussi, c'est l'impact peut-être que mon père a eu sur moi, c'est-à-dire que il fallait suivre le journal, il fallait suivre vraiment, en fait, ces choses-là, en fait, à force de voir des gens. Et j'aimais aussi beaucoup de sport. Donc, ça fait que j'aimais beaucoup le journalisme, par exemple. Maintenant, après, je sais qu'il y a beaucoup qui découvrent plus tard ce qu'ils veulent faire et d'autres qui, très tôt, peut-être comme moi, en fait, tombent amoureux d'un certain domaine. Donc, est-ce que toi, la politique, c'est quelque chose qui te dit après, ok, c'est au lycée ou c'est vraiment très tôt? Donc, comment tu grandis? Comment ça s'installe, en fait? Alors, déjà, je pense que de par mon environnement familial, donc mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire de grandes études, à aller très loin. Donc, ça, naturellement, ça a joué, je pense. Ensuite, j'ai toujours été une personne très engagée. Et pour moi, j'ai tendance à dire que la politique, vraiment, ça touche tous les domaines. C'est l'affaire de tout le monde. Exactement, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on ne s'en occupe pas, c'est elle qui va s'occuper de nous. Donc, c'est vraiment... la politique, c'est quelque chose qui était... Très rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là. Après, souvent, j'ai tendance à dire que je ne souhaite pas faire de la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diplomatie, comprendre aussi les dynamiques. Et c'est vraiment mon intérêt pour la géopolitique. Effectivement, mon intérêt pour la géopolitique s'est manifesté de façon assez précoce parce que je me suis très rapidement intéressée justement aux questions de conflits, résolution de conflits, parce que j'ai des origines déjà congolaises et le Congo est un pays malheureusement qui est touché par un conflit, qui est affecté par un conflit. Du coup, tu es plus RDC que Brazzaville, c'est ça? Oui, je suis donc mes parents sont du Congo à Kinshasa. D'accord. Et donc très rapidement, j'ai eu un intérêt justement par la question de l'Est du Congo, donc la situation actuellement à l'Est du Congo. Et donc je pense que ça a eu aussi un impact sur moi et sur mes ambitions parce que très vite, je me suis posé la question, ok, mais comment ça se fait qu'un conflit qui dure aussi longtemps, on est encore à un statu quo exactement dans cette situation-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis un peu intéressée à ces dynamiques-là, de dynamique sécuritaire, résolution de conflits, qui m'a amené aussi plus globalement à m'intéresser aux questions de géopolitique en Afrique. Ok. Donc, je veux juste comprendre. En fait, ok. Donc, du coup, tu arrives à Sciences Po. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, tu te vois dire je partirai en Afrique plus tard ou à ce moment, tu ne sais pas encore ce que tu veux faire? Ouais. Alors déjà, quand j'arrive à Sciences Po, on va dire que mes ambitions professionnelles se sont vite confirmées. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est la diplomatie qui m'intéresse. Et donc, je voulais être ambassadrice, donc quand je venais d'arriver à Sciences Po. Mais j'avais aussi effectivement cet amour pour le continent qui continue à se cultiver et je voulais très rapidement, je ne vais pas dire rentrer parce que du coup moi je suis née en France, mais je voulais aller m'installer sur le continent. Et en fait en grandissant, aussi en comprenant mieux les dynamiques du système, enfin plein de choses, je me suis rendu compte que en fait déjà j'avais une opportunité d'étudier où j'étudie, donc à Sciences Po en l'occurrence, et que je devais en fait faire mes armes entre guillemets avant d'aller sur le continent et aussi confirmer mes ambitions, ce que j'aimerais faire par la suite, avant de pouvoir rentrer sur le continent ou m'installer. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie vraiment à terme, j'ai envie de m'installer, mais là, ça me va très bien
d'être entre la Entre la France et la Côte d'Ivoire. Exactement. Et ok, d'accord. Du coup, quand tu arrives à Sciences Po, déjà, comment ça se passe? Il faut un concours, c'est ça? Alors moi, je suis rentrée par ce qu'on appelle le dispositif de convention d'éducation prioritaire. Ok. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par Sciences Po en 2001 pour favoriser, on va dire, la diversité sociale au sein de D'accord. l'institution. Donc c'est un grand travail d'ouverture qui a été fait. Mhm. Et en fait, c'était un moyen pour des personnes qui étudient dans des lycées conventionnés Ok. d'intégrer Sciences Po. Et donc moi, je suis rentrée par ce dispositif. J'ai donc dans ce cadre-là suivi un atelier Sciences Po au sein de mon lycée. J'ai été accompagnée par des professeurs pour me préparer justement à mon entrée à Sciences Po. Et d'ailleurs, je serai toute ma vie reconnaissante envers ces professeurs parce qu'ils m'ont vraiment T'as bien ouvert la aidée. voie, ouais. Exactement. Et dans ma tête, c'était vraiment Sciences Po. Je n'avais pas forcément de plan B, donc Plan B, ok. voilà, c'était. Et ce dispositif, c'est quoi? Il est assez sélectif ou Alors en fait, là, il y a eu une réforme, donc le dispositif a beaucoup évolué depuis. Ok. Mais à mon époque, c'était donc des lycées qui étaient conventionnés, donc qui avaient un D'accord, ok. partenariat avec Sciences Po. Et à travers ce partenariat, les étudiants qui souhaitaient intégrer Sciences Po passaient par un processus d'admissibilité, d'admission spécifique. Ok. Et Ok. donc dans ce cadre-là, j'avais eu à préparer en fait on appelait ça une revue de presse, je crois à l'époque, enfin un rapport. Enfin, je sais plus exactement, mais un rapport d'analyse, on va dire, sur une thématique. Ok. Et je me souviens que moi, j'avais choisi la place de l'Afrique au sein de la COP 21. Ok. Donc, à l'époque, il y avait la COP 21 sur les questions climatiques. Et je me suis donc, encore une fois, je m'intéressais aux dynamiques sur le continent et notamment aux dynamiques environnementales. Mhm. Et donc, à la question, en fait, des politiques en matière des politiques climatiques Ok. mises en place par les États africains. Ouais. Donc, voilà. Ce que je vois aussi surtout, c'est que je me rends compte en fait que la voie qu'on décide de suivre, généralement, elle est beaucoup liée aussi à nos origines. Oui. Et peut-être aussi de la transmission avec les parents, c'est ce que je remarque, hein. Et j'aime beaucoup ça, en fait, le fait que ce lien avec l'Afrique n'ait pas été brisé Mm. et que tu aies voulu poursuivre le truc et toi-même aller creuser, aller peut-être beaucoup plus loin, même que tes parents. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, tu arrives à Sciences Po. Comment ça se passe les cours? C'est chaud, c'est dur? Alors, dans l'ensemble, ça allait, honnêtement. Je pense m'en être plutôt bien tiré. Après, c'est vrai que il y a vraiment on va dire une disparité en termes de niveau. Ok. C'est-à-dire que tu as des personnes qui entrent à Sciences Po qui ont fait par exemple Henri IV ou qui viennent quand même de lycées prestigieux, qui sont déjà familiers avec le programme. Ok. Donc, ça peut avoir une incidence, mais honnêtement, dans l'ensemble, ça allait. Ça allait. Et, Ça, c'est parce que tu penses en fait que les programmes dans les lycées prestigieux aussi sont vraiment orientés pour les orienter, enfin, dans ces écoles-là, ou c'est plutôt, tu penses qu'ils ont accès aussi à une certaine culture depuis tout petit que tout le monde n'a peut-être pas? je pense que c'est les deux facteurs, et même Ok. ça va au-delà aussi de ces questions, et c'est tout c'est tout le travail de Bourdieu. Dans la sociologie, on montre justement ces questions d'inégalité Mhm. sociale, mais aussi en termes de capital culturel, de capital social. De capital économique aussi. Ouais. Donc tout ça joue effectivement. Et bah, quand tu es dans un lycée en plein cœur de Paris, à côté de Sciences Po, je pense que naturellement déjà tu connais l'institution très tôt. C'est tout bête, mais tu as accès par exemple à des bibliothèques plus facilement. Tu peux plus facilement te préparer. Donc Ouais. voilà, il y a plein de choses qui jouent. Là où quand tu viens par exemple d'un lycée ou d'un environnement qui est beaucoup plus éloigné de Paris, en campagne aussi, il y a d'autres réalités. Mhm. Donc, bien évidemment, je pense que tous ces facteurs-là jouent. Ok. Et d'accord, du coup, Sciences Po, en vrai, ça se passe bien pour toi. Dans l'ensemble. Ouais. Ouais. Et donc, bon, après, t'es brillante, donc c'est normal. Ah ouais. Non, merci. Donc, ok. Et du coup, ça se passe bien. Tu t'investis aussi un peu plus dans l'associatif, j'ai l'impression. Tu rentres dans des clubs et tout. Tu peux nous en parler un peu? Oui, ça honnêtement, ça a été une grande richesse, honnêtement, à Sciences Po, la richesse associative. Donc il y a plein d'associations si tu souhaites t'engager, et je pense que ça entre aussi en cohérence avec tout l'engagement que prône, on va dire, cette institution. Mais du coup, j'ai intégré donc l'ASPA, l'association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, Ok. dès ma première année. Et ça a été, c'est une association en fait qui regroupait toutes les personnes qui ont un intérêt
de près ou de loin, avec l'Afrique pour le continent. Et donc, dans ce cadre-là, donc, j'ai eu à organiser des événements, on organisait des conférences. L'idée, c'était aussi de vulgariser, on va dire, l'actualité sur le continent et de faire connaître aussi le continent aux étudiants, à la communauté étudiante. Et en Master 1, j'ai eu la chance d'être vice-présidente de cette association. Bien. Qui a été une expérience très, très enrichissante, je pense. Et même, je ne l'ai pas évoqué, mais même en termes de rencontres, tu fais aussi de rencontres, tu rencontres des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi, les mêmes ambitions. Donc, c'est aussi, l'ASPA dans l'ensemble, ça a été une vraie richesse. Ouais. Et après, je crois que c'est ça d'être ça. C'est ce que moi, j'ai remarqué, par exemple, à HEC. C'est que moi, par exemple, dans le Club Afrique, j'ai des personnes qui sont japonaises, qui sont coréennes, voire asiatiques et tout. Mais qui ont un intérêt pour l'Afrique, en fait. Exactement. Et je suppose que ça doit être peut-être pareil. Et qui viennent, en fait, dans le Club Afrique et qui s'investissent et qui font vraiment des choses. Et donc, moi, je trouve que c'est très bien de véhiculer vraiment les valeurs de l'Afrique et de montrer un peu tout ce qu'on fait. Totalement. Et donc, c'est bien. Du coup, tu restes dans cette association, tu organises beaucoup d'événements. C'est quoi les événements que vous organisez, par exemple? Alors, on organise différents types d'événements. Déjà, des événements, donc des conférences sur des thématiques politiques, économiques, socioculturelles, vraiment des thématiques variées. On avait notamment organisé une grosse conférence sur la question du franc CFA. Ah oui, ouais. Je crois que j'avais vu parce que je connais un économiste togolais qui est très… Kako Nupopo, exactement. Voilà. Il est vraiment très à cheval sur les… Exactement. Oui. Donc, on organise vraiment différents types on organisait, différents types d'événements. On organisait également des soirées étudiantes. Et ça peut paraître… c'est aussi un moyen de faire connaître aussi la culture tout simplement africaine, en l'occurrence culture musicale, et aussi de fédérer des personnes autour de cet amour, de cette curiosité pour le continent. Et on a organisé aussi des déjeuners, des petits déjeuners avec des invités. Donc c'est aussi politique, c'est ça? Exactement. Et donc l'idée c'était de créer aussi du networking et que l'ASPA ce soit aussi un moyen par la suite de pouvoir s'insérer sur le marché professionnel, exactement. Donc c'était un peu… C'est pas mal. Donc c'était assez fourni et tout. Oui. Et donc, donc ça c'est le master. Tu fais un master 1 en quoi? Donc mon master, j'ai fait un master en International Security. C'était quoi un parcours en anglais? C'était en anglais, donc sur les questions sécuritaires. Et j'ai pris en spécialisation diplomatie et Afrique. Donc c'était vraiment tout ce qui m'intéressait. Et pour la petite anecdote, initialement, j'avais choisi un master en affaires européennes. Parce que je m'intéressais aussi pas mal à l'environnement institutionnel européen. Et je me suis dit, non, quand même… Autant y aller, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et dans tout ça, en fait, il y a eu quand même un appui des parents, non? Oui, déjà, je pense appui psychologique, tout simplement. Le fait, j'ai toujours été soutenue par mes parents dans tout ce que je faisais. Donc naturellement, ça peut être appui financier aussi, parce que je n'ai pas eu à travailler à côté de mes études pour pouvoir financer mes études ou financer mes activités, on va dire. Donc non, oui, bien évidemment. Non, mais après je te demande parce que en fait, je me rends compte en fait que quand tu vois la différence entre les personnes qui réussissent et peut-être qui réussissent moins ou pas du tout, je me rends compte en fait que les parents ont une certaine présence. C'est-à-dire que l'éducation que tu transmets en fait à tes enfants. Totalement. Et tout, je trouve en fait que les parents qui sont souvent là et qui arrivent en fait à transmettre, cela permet vraiment en fait aux enfants de réussir. Et le but aussi derrière, c'est que la jeunesse actuelle en fait, en tout cas qui va transmettre le flambeau en tout cas à une autre génération, qu'elle puisse vraiment être là aussi, même pour les personnes qui n'ont pas eu cette occasion de pouvoir avoir en tout cas une certaine connaissance ou bien baigner dans un milieu où ils puissent avoir accès à la connaissance. Il faudrait qu'on puisse changer la donne, quoi. Totalement. Donc c'est surtout pour ça que je te parle de ça. Donc tu décides, ok, moi c'est l'Afrique que je veux et que l'Afrique. Bon, je sais pas que l'Afrique, mais en tout cas en priorité. On comprend. Et d'accord. Et donc quand tu finis, tu veux… Comment ça se passe en fait avec l'ambassade du coup? Ou avant, quand ta carrière commence comment finalement? Donc déjà j'ai été diplômée en 2022, donc là ça va faire 2 ans, ça va faire 2 ans. Donc en parallèle de mes études, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages
qui m'ont permis du coup d'avoir de l'expérience et surtout de me familiariser avec les environnements, les milieux qui m'intéressaient. Tu as fait tes stages, tu as commencé, tu as fait où? Mon premier stage, je l'ai fait à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Okay. Et c'est vraiment le premier stage qui m'a permis à la fois de découvrir l'environnement diplomatique français, mais aussi en l'occurrence l'environnement institutionnel européen. Okay. Donc c'était un stage plutôt intéressant et surtout je travaillais sur les questions des relations entre la France et l'Union européenne et les États africains. Okay. Donc c'était vraiment très... comment dirais-je, c'était très complet, on va dire, en termes de perspective. J'ai également eu la chance de passer par le secteur privé et aussi le milieu des ONG. Donc, j'ai eu une expérience à GEOS. C'est quoi, c'est une ONG? C'est une boîte de conseil en matière de sûreté et de sécurité. Donc, pareil, j'étais sur les questions de sécurité en Afrique. Enfin, j'ai travaillé sur les questions de sécurité en Afrique et milieu des ONG, donc à Crisis Action, où j'accompagnais en fait les campagnes de plaidoyer en faveur de la protection des civils dans les zones de conflit, donc notamment au Sahel. Donc pareil, des expériences, notamment mon expérience en ONG passionnante, qui m'a permis un peu de voir un peu ce qui se passe sur le terrain, tout simplement. Exactement, mais surtout exactement d'affiner ma compréhension en fait des dynamiques sur le continent. Et ensuite Quai d'Orsay, donc j'ai fait un stage ministère de l'Intérieur, c'est ça? Non, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc j'ai fait un stage sur les questions de diplomatie publique en Afrique et là je me retrouve donc à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ok, donc, mais du coup, avec ces stages, tu voyages beaucoup sur le continent africain aussi? Non, pas du tout. Dans le cadre de mes stages, je suis basée vraiment exactement. Donc, en centrale. Donc au ministère à Paris. Pareil pour mon stage en ONG et dans le secteur privé, j'étais à Paris. L'autre stage à la RP, la représentation permanente, j'étais à Bruxelles. Donc, je travaillais vraiment en centrale. Ok. Et c'est ma première expérience en expatriation, du coup, c'est à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ok. Et du coup, comment ça se passe cette expérience? Enfin, même pas cette expérience, mais avant d'y arriver. C'est-à-dire, c'est les connexions que tu fais dans tes stages qui te permettent d'arriver à l'ambassade ou... Non, alors... ok. Non, mais c'est une très bonne question. Ouais. Mais... pour la petite anecdote, donc pour l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, c'est un groupe WhatsApp, en fait, une personne qui travaillait au sein de l'ambassade qui partage dans un groupe WhatsApp le poste et la fiche de poste. Et donc, du coup, je décide de postuler à ce poste. Mais après, bien évidemment, les expériences que j'ai eues auparavant, le fait que j'étais déjà passée par le ministère des Affaires étrangères, ont naturellement joué, je pense. Ok. Donc, et c'est un process qui est très compliqué pour arriver là-bas? Donc là, c'est dans le cadre d'un VI, donc VIA. VIA, exactement. Donc Volontariat international en administration. Ok. Et donc, dans le cadre d'un VIA, c'est un processus qui est assez sélectif. Mais comme ce sont des contrats qui sont vraiment faits pour les jeunes, souvent, ce sont des jeunes diplômés en fait qui poursuivent en tant que C'est quoi, c'est 18 mois, c'est ça? En quoi est-ce que c'est différent d'un VIE du coup? VIE, c'est en entreprise. VIA, c'est en administration, donc dans le public, on va dire. Mais c'est vraiment, sinon, en termes de dispositif, c'est plus ou moins la même chose. Ok. Et donc, c'est quoi? Quand ça finit, tu reviens en France? Enfin, tu dois revenir en France, c'est ça? Exactement. Quand ça finit, tu reviens en France. Tu reviens en France. Et ok. Et donc en vrai, c'est pas forcément un choix vers la Côte d'Ivoire, mais c'est juste que c'est une offre qui t'a ramené là-bas, quoi. Non, bien évidemment, donc il y avait l'opportunité, mais indépendamment de ça, j'avais toujours eu un intérêt pour la Côte d'Ivoire. Et c'était pour moi, d'ailleurs, le pays, je pense, par lequel je me disais si j'ai envie de m'installer ou un jour travailler sur le continent, pour commencer, c'était vraiment la Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi? Parce que... Pourquoi la Côte d'Ivoire? Déjà, Abidjan, c'est une ville qui est très dynamique. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui, après leurs études, se sont installés en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est-à-dire nés ici, grandis ici? Nés ici, grandis ici, qui sont installés. Donc, déjà, le fait d'avoir des personnes sur place, ça te permet d'avoir une vision, on va dire, de la vie sur place. Également, pour moi, c'est un hub. En Afrique francophone, tu vois que c'est une ville qui est très attractive et à la fois qui attire donc, des personnes ivoiriennes, mais aussi
D'étrangères. les étrangères et on va dire les communautés afrodescendantes en général, quoi. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la Les repatres, là. repatriation. Ouais, Ouais, la c'est ça. repatriation. Donc je pense à ce niveau-là, et c'était vraiment ça principalement, et c'est dynamique sur le plan culturel, mais aussi en matière d'opportunités professionnelles Ok. et pour revenir justement sur mon travail À actuel, donc l'ambassade, à ok. l'ambassade de France, même les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont très riches et aussi diverses en fait sur différentes thématiques, à la fois avec les sujets économiques, culturels, Mhm. politiques, et donc c'est aussi, je pense, un environnement très formateur pour Mhm. commencer. Non, mais après, ce que j'ai remarqué à Abidjan, tu vois, après, moi, j'ai pas grandi en France, donc du coup, j'ai fait le Sénégal. Bon, Mm, enfin, j'ai grandi au Togo, mais après, je suis allé au Sénégal avant la France. La différence que j'ai vue à Dakar et à Abidjan, du coup, ouais, c'est que à Dakar, c'est très étudiantin. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'étrangers, totalement. mais c'est très étudiantin. Mais à Abidjan, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont Exactement. étrangers, Mm, qui viennent, qui s'installent. Bon, après, peut-être qu'il y a la barrière de la langue aussi. C'est-à-dire qu'au Sénégal, tu as beaucoup le Wolof. ouais, Donc, ce que, bien sûr. même après, ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'étrangers. Mais à Abidjan, en fait, j'étais surpris de voir qu'il y a beaucoup de nationalités. Il y a même des personnes d'outre-mer aussi qui sont à Abidjan et Exactement, ouais. qui viennent vraiment beaucoup, qui Qui s'installent et s'installe. qui font des choses. Parce que Abidjan, c'est très tourné vers l'entrepreneuriat et le business. C'est ça. Donc, je pense que ça joue. Dakar, moi, je n'ai jamais été, Ok. mais Dakar, il y a aussi tout cet héritage, je pense, très intellectuel, qui Oui. fait que aujourd'hui, c'est vrai que Dakar, c'est très dynamique sur l'aspect, je pense, intellectuel, en termes d'études. D'études, Ouais, oui, c'est ouais, ça, voilà. Ouais. ouais. Et non, mais c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une ville qui bouge assez. Et ouais, du coup, on parlait des repas. Toi, t'en penses quoi en vrai? Beaucoup de personnes, en tout cas, qui repartent en Afrique et tout. Alors, honnêtement, déjà, je pense que c'est Une bonne une bonne chose? chose. Ouais. Voilà. Maintenant, pour quand même apporter un regard plus critique, parce que je pense qu'on est d'accord sur le fait que Il faut, ouais. ouais, que c'est bien Mhm. que des personnes afrodescendantes décident de retourner sur le continent, de porter des projets entrepreneuriaux. Maintenant, moi, je pense qu'il faut identifier le bon moment pour rentrer. Ok. Et je sais que, par exemple, moi, comme je te disais, quand je venais d'arriver à Sciences Po, je voulais, après mes études, avoir directement une expérience sur le continent. Ok. Euh, En entrepreneuriat? Enfin, je veux dire non, lancer. j'ai Ok. jamais eu la fibre entrepreneuriale. Mais en fait, je me suis dit, ok, bah, peut-être c'est le moment, tu te vas sur le continent et tu commences à travailler sur le continent. Ouais. Mais avec du recul, je me dis, tu veux rentrer sur le continent, tu n'as pas d'expérience professionnelle, enfin pas beaucoup, tu n'es pas encore bien formé. Mhm. Faut aussi, quand tu rentres sur le continent, savoir aussi quelle est ta plus-value. Parce que en Qu'est-ce que soi, tu apportes? Ouais. exactement, au Congo, en Côte d'Ivoire et partout, je pense, la main-d'œuvre, c'est pas ce qui manque, les compétences, c'est pas ce qui manque, la formation, ce n'est pas ce qui manque, les gens sont là en fait. Donc C'est je ça. pense que quand on décide de rentrer, il faut savoir pourquoi tu rentres, qu'est-ce qui te motive pour rentrer, qu'est-ce que tu vas apporter de plus. Parce que Voilà. faut pas non plus être. Enfin, voilà, je trouve qu'on peut aussi, en tant que étranger qui s'installe sur le continent, être privilégié face à d'autres personnes. Il faut qu'on ait aussi conscience de cela. C'est-à-dire, tu veux dire les salaires, par exemple, déjà? Oui, exactement. Et juste parce que si tu as un passeport dans certains pays, enfin si tu as un passeport français par Voilà. exemple, je pense que tu peux être vite favorisé par rapport à d'autres personnes qui sont sur le continent. Mhm. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent quand on Mhm. décide de s'installer. Et aussi, en tant qu'étranger ou expatrié, des fois on peut jouir d'un certain confort. Ouais, parce que tu viens quand même d'un certain milieu, tu as accès à certains privilèges déjà, Exactement. Donc c'est même en termes aussi de pouvoir d'achat. exactement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de savoir aussi pourquoi je retourne. Est-ce Mhm. que j'y vais juste pour trouver un certain confort ou j'y vais parce que j'ai un Quelque projet, chose à j'ai une apporter. ambition et que je souhaite apporter quelque chose. Mhm. Donc voilà, je pense que Ouais. ce sont des Et questions à se poser. Ouais. et il y a un truc aussi que j'avais remarqué, en fait, que j'avais surtout remarqué avant, c'est qu'il ne faut pas arriver en donneur de leçons. Totalement. Et j'ai comme l'impression, en fait, qu'au départ, en fait, quand les gens rentraient, c'est-à-dire, ils viennent avec un projet, certes, mais en fait, et surtout, l'erreur, c'est de vouloir les faire les choses comme on le fait ici. Exactement. Ne pas avoir, comprendre, en fait, l'écosystème, comprendre les enjeux, les Prendre problèmes le des temps gens. de le comprendre même. C'est ça, Ouais, comprendre. exactement. On arrive avec un projet tout fait, on veut le mettre en place Mm. et ça se casse la gueule, en fait, au final. Donc, ouais, j'avais remarqué ça aussi, de Mm. ne pas vraiment entrer en tant que donneur de leçons. Donc, Mm. du coup, tu fais Sciences Po, les stages et après l'ambassade. Mais il y a une question aussi que j'aimerais te poser surtout, c'est que, tu vois, en France, quand on est issu de minorité, généralement, le discours que j'entends, c'est que
c'est déjà très dur de rentrer dans les écoles prestigieuses. Mm. C'est très dur de faire de très belles carrières. Euh, on peut le dire, hein, les références que moi j'ai souvent en tête quand on est sur une minorité, c'est quoi? C'est le foot, c'est le rap, c'est voilà, c'est ces choses-là. Et je me rends compte qu'il y a des gens, en fait, qui font quand même de très belles choses. Donc, toi, avec ton regard à toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est dur ou voire impossible? Ouais. Euh, Après, bon, c'est vrai que tu as eu quand même accès à un certain dispositif pour arriver à Sciences Po, mais est-ce que pour toi, en fait, c'est un truc qui est à la portée de tous, il faut charbonner un peu plus que les autres? Comment, en fait, ou bien c'est des portes qui sont fermées, quoi, je sais pas. Alors, je pense effectivement, quand on est issu de minorités, il y a des barrières. Il y a des barrières. Je pense que déjà, il y a l'autocensure qui s'exerce. Mhm. Et bien avant Sciences Po ou avant justement notre entrée en études supérieures, je pense qu'il y a de l'autocensure et que le fait de ne pas avoir forcément de représentation ça joue, mais aussi le fait qu'une image assez, comme tu disais, de prestige, d'élitisme soit associée à ces grandes écoles alimente cette autocensure. Donc je pense que ça joue effectivement. Maintenant, le fait que des personnes comme moi et même j'ai plein d'amis aussi que j'ai rencontrés à Sciences Po qui me ressemblent de par leur parcours, de par leur milieu social, de par leur origine culturelle. Le fait que des personnes comme moi et ces personnes-là soient à Sciences Po montre que ce n'est pas impossible. C'est possible, mais c'est clair que il y a plein de barrières auxquelles on est confronté. Et je pense que la première barrière, c'est vraiment l'autocensure. C'est de se dire ce n'est pas fait pour moi. Et je pense qu'une fois déjà que tu combats cela et tu te dis bah si en fait c'est autant fait pour moi que pour une autre personne, Tu te donnes les moyens, c'est quoi. déjà 50% et tu te donnes les moyens. Après, j'ai pas envie d'avoir aussi ce discours. Il suffit juste de travailler parce qu'il y a plein d'autres facteurs. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Après, il n'y a pas que Sciences Po. Il n'y a pas que Sciences Po. Il y a plein d'autres grandes écoles, pardon. Il y a même des universités. On parle pas assez des universités, il y a mais Dauphine, par exemple. Je trouve qu'il y a exactement, Dauphine, Sorbonne. Voilà. Des universités qui dispensent aussi de très bonnes formations. Et moi, aujourd'hui, dans le cadre de mes précédentes expériences, enfin, dans le cadre de mes expériences professionnelles, j'ai été avec des personnes qui venaient de la Sorbonne, qui venaient d'autres universités. Et tout, ouais. Même si, bien évidemment, il y a aussi une réalité. Les grandes écoles, il y a des opportunités auxquelles tu n'es pas forcément, auxquelles tu ne bénéficies pas forcément si tu n'as pas fait ces grandes écoles. Ouais. Non, mais je me rends compte. Et même bien après pour ta carrière, le réseau que tu te fais là-bas. C'est vrai. Totalement. Donc, ça te donne accès à certaines opportunités. Et moi, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que on a l'information. J'ai comme l'impression que il y a en tout cas quelques années, et c'est ça aussi grâce à Internet, quelques années, les gens n'avaient pas forcément l'information. Totalement. Et donc aujourd'hui, vu qu'on a l'information, on sait maintenant que ces écoles, parce que moi je me suis rendu compte que j'ai déjà discuté avec des gens qui ne savent même pas que Sciences Po existe, par exemple, si tu veux. Oui, non, mais c'est vrai. Et tandis qu'il y en a d'autres, juste parce que papa vient de Sciences Po, dès le plus jeune âge, il se prépare déjà pour Sciences Po. Il sait déjà qu'il va arriver là-bas, donc il est tellement très bien préparé. Exactement. Donc voilà. Mais c'est pour ça même des initiatives comme ton podcast, déjà je t'interromps 2 secondes, mais des initiatives où justement on donne la parole à des personnes comme ça qui ont fait qui sont passées justement par des parcours atypiques ou du moins dont on n'a pas forcément connaissance. Ça permet aussi de vulgariser, de faire connaître en fait ce type de parcours, quoi. Oui, bien sûr. Après c'est totalement le but, hein. Inspirer surtout. Et voilà, et permettre aux gens de savoir, enfin en tout cas aux jeunes surtout de savoir que voilà, tu peux aspirer à des grandes études. Exactement. C'est pas impossible, il y a des gens qui l'ont fait avant toi, tu peux aussi le faire. Donc c'est surtout ça. Ok, donc t'arrives en Côte d'Ivoire. Oui. C'est quoi le premier choc ou bien t'es pas choqué? Tu savais déjà comment ça allait se passer en fait. Non, vraiment la Côte d'Ivoire. Donc j'arrive à Abidjan. Agréablement surprise, honnêtement. Sur le plan positif, quoi. Oui, très positif. C'est une ville vraiment très dynamique, très cosmopolite. Cosmopolite, c'est-à-dire que tu vois des personnes qui sont pas forcément ivoiriennes, mais des personnes de partout. C'est aussi une ville qui, en termes d'infrastructure, qui s'en sort très bien. Donc voilà, je pense qu'une des choses
Enfin, il y a plein de choses qui m'ont marqué en réalité en Côte d'Ivoire, mais un élément qui me semble important aussi à souligner, c'est vraiment la cohabitation religieuse. Ah oui, Ouais, parce que la Côte d'Ivoire, du coup, c'est un pays où il y a des musulmans, des voilà, chrétiens, plusieurs ouais. religions dominantes, donc musulmans, chrétiens en particulier, et vraiment, ils ont une facilité à Cohabiter vivre ensemble. ensemble. Et tu as des jours fériés chrétiens, tu as des jours fériés musulmans. Pendant la CAN, justement, on parlait de la CAN en introduction. Ouais. Tu voyais juste avant le match des personnes qui faisaient la prière dans le stade. Et vraiment, il y a vraiment ce vivre ensemble religieux qui est très fort. Et je pense que c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment beau, on va dire, une des choses que j'ai vraiment trouvé belle en arrivant. Ok, ouais. Bon, c'est vrai que j'en ai souvent entendu parler que c'est un pays où c'est très facile en fait entre les gens de s'assimiler, enfin de se Exactement. mettre ensemble et tout. Ok, donc, et en termes de comportement culturel, t'étais pas en déphasage un peu ou non, c'est bon, en vrai, tu t'es facilement adapté quoi. Oui, je trouve que c'est une ville qui est plutôt, peut-être parce qu'aussi il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup Oui, de ok, ouais. repas, il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent de l'étranger. Je trouve que c'est une ville qui est plutôt où tu peux très facilement t'intégrer. Tu Hmm. peux très facilement t'intégrer. Après, tu n'es pas non plus, C'est toi quoi. tu n'es pas chez toi, donc voilà, il y a quand même des différences culturelles Ouais. notables, mais dans l'ensemble, et je pense comparé à d'autres villes, c'est un pays qui est très Enfin, ils hospitalier. même s'appelle comment le pays de l'hospitalité. Voilà. Exactement, Ouais, la donc, canne de l'hospitalité. C'est pas la pour canne rien, de c'est pas pour l'hospitalité. rien qu'ils disent ça, non, Ouais, vraiment, voilà. c'est. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est aussi bien de donner d'autres exemples. Bah, du coup, moi qui ai vécu à Dakar, Dakar, là où c'est compliqué de s'intégrer, c'est si tu ne parles pas la langue locale. Oui, Le français, c'est la langue officielle, d'accord. mais il faut vraiment que tu parles Wolof pour Wolof. t'intégrer. Tu vas au marché, tu veux faire des courses, en fait, Mm. le gars il te parle en Wolof, tu veux prendre le taxi, le gars te parle en Wolof. Ah ouais, Donc, faut que tu connaisses les basiques. Après, je connais des gens, j'avais des amis qui parlaient totalement français, hein, qui ne d'accord. connaissent pas un mot de Wolof. Mais si tu veux vraiment t'intégrer en fait à la vie sénégalaise, Mm. il te faut vraiment du Wolof. Et à contraire, à Abidjan, en fait, je me rends compte en fait que bon, déjà, ça parle français. Ouais. Et oui, voilà, je trouve que les gens arrivent vraiment très facilement à s'intégrer à Abidjan. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup choisissent Abidjan. Exactement. Et donc, du coup, dans ton boulot, c'est quoi les défis en vrai quand tu arrives à Abidjan, à l'ambassade? Est-ce qu'il y a vraiment des défis sur place et tout ou pas vraiment? Enfin, Des défis. Qu'est-ce que tu entends par défis? tout simplement, par exemple, est-ce que déjà, d'un point de vue professionnel, dans ton boulot, est-ce qu'il faut certaines compétences spécifiques en fait pour pouvoir en fait exceller dans ton boulot que tu avais déjà ou que tu as peut-être développé en fait Mm. en fonction en fait des projets sur lesquels tu travaillais ou comment ça se passe en fait ou c'était vraiment trop facile quoi. Non, non, bah, je n'aurais pas cette prétention. Mais alors, je pense déjà le fait effectivement d'avoir eu des expériences précédemment sur les sujets entre les relations entre la France et les États africains, le fait d'être passé aussi par le milieu institutionnel, ça a beaucoup facilité les choses. Mais effectivement, je pense que c'est l'une des qualités, je pense qu'il faut avoir pour mon poste, c'est vraiment l'ouverture. Mais vraiment Ok. l'ouverture au sens Tu veux large. dire d'esprit? L'ouverture d'esprit, l'ouverture aussi en matière sociale, être très ouvert aux gens, pouvoir parler facilement à différents types de publics. Parce que du coup, j'occupe un poste qui est très tourné vers l'extérieur, vers les autres. Ok. Donc les relations presse, Ah la oui, tu parles à la... communication. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment et aussi indépendamment, ce ne sont pas seulement des journalistes, mais aussi tu parles avec différents types de personnalités. Donc je pense que c'est vraiment il faut vraiment une capacité d'adaptation, une aisance relationnelle. Ok. Bon, après, toi, ça va. T'as pas du mal à parler aux gens, t'as pas du mal. Non, ça va. Non. Bon, ça, c'est quoi? Tu l'as acquis très tôt ou c'est vraiment avec enfin, le parcours? Ouais. Je pense. Non, de par Naturellement, ouais, ouais. déjà de par ma personnalité, je suis quelqu'un qui est très ouverte d'esprit, j'arrive facilement à parler à différents types de personnes. Mes proches ont tendance à dire justement que je suis même des fois un peu trop diplomate. Donc en fait, C'est je très pense corporate, que quoi. ouais, mais en tout cas, je pense que la personnalité des fois fait l'ambition, ou du moins souvent ce vers quoi on va se tourner, c'est très influencé en fait par notre personnalité, par les causes qu'on défend, nos valeurs. Donc je pense qu'il y a ça Il y a joue beaucoup aussi. de Ouais, ça, ok. ouais. Donc, ok. Du coup, c'est l'ambassade et tout.
Est-ce que dans ton travail aussi, tu es amené aussi à travailler avec... enfin, je sais qu'il y a beaucoup de pays africains sûrement, Oui. mais est-ce que dans ton travail, tu arrives à retrouver des profils comme toi? Ou c'est vraiment des personnes qui sont qui ont déjà de l'expérience, très corporate? Ah oui, je vois. Il y a de tout en Ok, ambassade. Il y a de tout. Il y a déjà, bien évidemment, des diplomates. ok, Tu peux aussi avoir des agents de droit local, donc des Ivoiriens, vraiment, qui travaillent à l'ambassade. d'accord. Euh, Et est-ce qu'il y a des des personnes qui viennent non-diplomates d'autres aussi. pays aussi? Ou comme Euh, c'est l'ambassade, il ne faudra pas forcément être ivoirien et étranger, je sais pas. Et Souvent, français comme c'est peut-être. l'ambassade Ouais. français et ivoirien. Mais ça peut être aussi, par exemple, une personne qui est malienne Mhm. et qui réside en Côte d'Ivoire et qui dépend du droit Et ivoirien, ils peut dépendent- très bien Ok, pour travailler. y travailler. Exactement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de relations entre les ambassades? C'est-à-dire l'ambassade de France en Côte d'Ivoire qui a peut-être un projet avec l'ambassade de France, je sais pas, au Congo ou... Totalement, totalement. Vraiment, Ok, l'ambassade, déjà, il y a la délégation de l'Union européenne en ok, Côte d'Ivoire, ouais. avec qui l'ambassade travaille étroitement, justement. Et vraiment, oui, l'ambassade, c'est vraiment un rôle de coopération. Et la coopération, elle est très large, à la fois, premièrement, avec les autorités ivoiriennes, mais Mhm. aussi avec d'autres pays, toujours dans l'objectif dans les intérêts à la fois ivoiriens, I- enfin, Ivoirien, africain, on va dire français, exactement, quoi. ouais. Et ok. Et je sais pas, ton regard aussi sur la jeunesse africaine. Je sais pas quel regard tu as parce que tu es en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu as aujourd'hui tu vois et même pas que la jeunesse africaine mais oui la jeunesse africaine surtout. Mm. Quel regard que tu as en tant que on va dire expatrié, tu es là, tu les vois, c'est quoi, c'est comment tu analyses la situation un peu aujourd'hui? Je trouve que Abidjan, je pense que c'est vraiment une ville justement où tu peux vraiment être témoin de la force en fait de la jeunesse Ok. africaine, Mhm. parce que tu vois en fait des jeunes issus qui viennent de partout du continent et qui portent différents projets. Enfin, que ce soit dans le domaine de Entrepreneuriat l'entrepreneuriat, ou ouais. qui peuvent aussi être engagés, porter des causes politiques. Je dirais que la jeunesse, elle est très dynamique, Ok. qu'on a beaucoup d'ambition, qu'on voit vraiment qu'il y a cette volonté de changer le statu quo et de surtout être vraiment assis à la table de décision, de pouvoir justement façonner ces nouvelles relations entre la France et et cet C'est Africain, africain, mais ouais. plus globalement en fait de pouvoir façonner en fait l'avenir de nos pays. Donc je pense que c'est vraiment ce que je remarque aujourd'hui. Oui. Ok. Bon, tu parles là d'entreprise, de projet, de jeunesse et tout ça. Bah, du coup, Kevin qui est passé avant toi, Oui, il avait une question pour toi. d'accord. Et ce qu'il demandait, c'est comment est-ce que l'Afrique peut être, je veux dire, réunifiée. Quand je dis réunifiée, on sait qu'il y a des États, il y a des frontières. Mm. Mais c'est-à-dire que il y a des gens qui ont des projets en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont des projets au Togo, au Sénégal, en Afrique de l'Est et tout. Mais en fait, on sent que il n'y a pas d'écosystème vraiment uni. Mm. Il n'y a pas vraiment cette unité, en tout cas au niveau des pays, au niveau des écosystèmes, à pouvoir vraiment travailler ensemble. D'accord, oui. Et même au-delà de ça, si je parle des diasporas aussi, j'ai l'impression qu'on fait vraiment beaucoup de distinctions. Et d'un point de vue beaucoup plus stratégique, d'un point de vue même beaucoup plus économique, Mm. est-ce que si toi tu devais te donner un avis, bon c'est la question qu'il t'a posée en tout cas, comment est-ce que tu penses qu'on peut travailler ensemble surtout? Parce que j'ai l'impression qu'on a souvent du mal à travailler ensemble. Mm. Comment tu penses qu'on pourra travailler ensemble si tu veux par exemple des exemples? Je sais par exemple que lui il travaille avec des personnes en Corée, enfin des personnes qui sont coréennes, des personnes en fait qui sont basées au Rwanda, d'autres Mhm. personnes qui sont basées en France. Et ce que j'aime bien en tout cas au niveau de Lead Plus qui est sa boîte, c'est que il y a un certain esprit quand même d'ouverture et d'unité. Mm. Peu importe d'où on vient, on peut travailler ensemble. Mais j'ai comme l'impression que nous, en fait, sur le continent, après tu me dis si je me trompe, mais on a encore cette barrière très étatique. Et comment est-ce qu'on peut collaborer, en fait, un Ivoirien avec, je ne sais pas, un Congolais, et même pour pouvoir atteindre une certaine euh, puissance économique, je Mm. me rends compte, en fait, qu'on a besoin de collaborer ensemble. J'ai Totalement. l'impression que, à contrario où les pays européens arrivent à collaborer ensemble, les pays asiatiques à travailler ensemble, nous, on a encore du mal. Mm. Donc, si tu devais donner ton avis en vrai, enfin,
ce que tu penses, Ouais, quoi. ouais, Comment est-ce qu'on totalement. peut arriver, en fait, à travailler ensemble, Mm. ce qui manque aujourd'hui. Parce que Ouais. je trouve qu'on a du mal. Alors, effectivement, je pense qu'il y a du progrès qui peut être fait, mais Oui, déjà le fait qu'il y ait une institution comme l'Union africaine montre cette volonté quand même de pouvoir faire les choses ensemble, ouais. exactement travailler ensemble et avancer en cohésion. Après, l'Afrique, c'est Ouais, quand même un grand 54 pays. Ouais, continent, 54 exactement, pays. 54 pays. Chaque pays a ses particularités. Mhm. Donc, mais comme je pense que c'est le défi et l'enjeu de l'intégration régionale. Mais déjà, peut-être, effectivement, vraiment porter une vision. Et peut-être, je pense qu'on devrait tirer profit en fait des institutions que nous avons déjà, comme l'Union africaine. Au niveau régional, on a des institutions comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, et vraiment avoir une vision commune en fait dans ces grandes institutions. Mhm. Ok. Ensuite, je pense, donc là, ce serait plus au niveau institutionnel Et des au niveau politiques. politique, Ouais. mais la société civile, pour moi, au niveau des sociétés civiles, il y a des ponts qui peuvent être créés, peut-être à travers effectivement mutualiser peut-être des causes ou des projets qui sont portés au niveau des ONG. Mhm. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ONG qui sont engagées sur les questions du féminisme. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a ses spécificités, peut-être qu'il y a des ponts sur ces sujets-là qui peuvent être créés entre Abidjan et Dakar et Bien sûr. essayer de créer des synergies. Donc je pense aussi la société civile, en ce sens, elle a un rôle à jouer. Voilà, je ouais. Elle a un rôle à jouer. Et il y a aussi la question de la mobilité. Je pense donc c'est plus une question pratique, mais est-ce que entre nos différents pays, on a cette facilité aussi À voyager, par exemple. à transiter, et c'est C'est pas le dur. cas actuellement. Ouais. Donc tu parlais de l'Europe. En Europe, en l'occurrence, il y a la libre circulation. Bah oui, si je veux Mais faire un week-end à Bruxelles, exactement, tu y vas. Voilà. Donc c'est aussi plein d'infrastructures, plein de dispositifs, je pense, à mettre en place pour créer Ouais. cette cohésion, quoi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu me dis. Je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, Mm. même dans le secteur privé. Bon, tu parlais de société civile, même dans le Totalement. secteur privé, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et ce que j'aimais surtout dans le discours de Kevin, par exemple, Mm. c'est que on est trop focus Afrique de l'Ouest, parfois Maghreb, Mm. mais il y a une bonne partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas. Exactement. Une bonne partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas et qu'il faudra peut-être aussi aller voir comment ça se Mm. passe. Et j'ai un ami, en fait, il y a un truc qu'il disait dernièrement, et bon, enfin, après, je l'ai entendu, pas personne interposé, mais c'est que parfois, en fait, on a des groupes internationaux qui viennent en Afrique, Oui. qui réussissent, Mhm. mais on ne s'inspire pas assez d'eux. C'est-à-dire que on va pas voir, en fait, ce qu'ils ont fait de mieux et que Totalement. que nous on fait pas. C'est-à-dire on vient, on se casse la gueule sur le continent Mhm. et c'est fini. Mais il y a d'autres qui viennent et réussissent. Aujourd'hui, bon après on va me dire peut-être que bon voilà, c'est des personnes qui ont peut-être pas aussi des facilités au niveau de nos gouvernements. Mhm. Mais si je prends l'exemple des Russes, des Chinois, ou en tout cas toutes les personnes, même les Libanais d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, il y a une grosse présence libanaise et dans d'autres pays africains aussi, mais c'est qui est beaucoup installé en Côte d'Ivoire. Mhm. Je crois qu'on ne s'inspire pas assez de personnes qui investissent et ça marche. C'est-à-dire simplement observer, Totalement. voir comment est-ce que les personnes en fait investissent, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, qu'ils collaborent ensemble, parce que on parlait de travail ensemble, ça c'est vraiment des économies qui fonctionnent vraiment, c'est des personnes qui vraiment fonctionnent ensemble. Tu Exactement. prends les Libanais, ils travaillent vraiment ensemble, en synergie, Mm. et ils travaillent à l'épanouissement de l'autre, on se développe ensemble. On Il y pense a une pas grande forcément en entraide fait, dans la exactement. communauté. Ouais. On pense pas forcément en fait à juste moi mon épanouissement individuel, C'est vrai. voir en grand, voir en volume quoi. Mm. Et je trouve en fait que c'est des choses qui nous manquent. Ouais. C'est inspiré tu voulais Ce qui rajouter un truc? avait- Non, 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 je suis totalement d'accord avec toi, ce qui a déjà été fait. Après, en l'occurrence, que ce soit la communauté libanaise, tu parlais notamment de la communauté libanaise ou la communauté chinoise, c'est un pays, le Liban, la Chine, donc c'est très facile justement Oui, ok. de travailler ensemble. C'est vrai que ça Voilà. c'est Alors que c'est c'est plus, tout je un pense que c'est continent. un enjeu vraiment de se dire, ok, est-ce qu'on peut travailler ensemble, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale? En sachant que tu as le Gabon, tu as le Congo, ce sont T'as le quand même des Cameroun, ouais, peuples voilà. différents. Très- oui, Et on a différents. tendance justement à parler de tout ça comme un ensemble homogène. Mhm. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là, peut-être du coup, dépasser en fait Les nos barrières, particularités les frontières quoi. nationales. Exactement, dépasser les frontières. Non, non, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je le vois pas vraiment comme ça. Je le voyais vraiment. Alors que les exemples que je te donne, vraiment, c'est des pays.
Ouais. c'est des pays, et l'Afrique est très grande aussi. Exactement. Et en l'occurrence, pour prendre l'exemple justement de ces diasporas que tu as cités en Afrique, les diasporas en France, moi je pense par exemple à la communauté malienne, elle est très soudée en fait. Parce qu'on parle d'un pays qui est à l'étranger. Donc je pense que c'est très différent aussi quand tu viens en tant que diaspora. Il y a, je pense, cet esprit aussi d'entraide qui est naturellement, qui se crée naturellement, alors que quand quand on parle à une échelle plus régionale ou au-delà de ton propre pays, on voit vraiment en fait, ok. Ouais. Ok. Bah, intéressant. Ouais, non, c'est très. Et c'est une vraie question. donc, si j'ai peut-être aussi une question à te poser, comment tu vois l'Afrique, toi, dans 10 ans? Déjà, tu as un poste assez stratégique, donc je suppose forcément que il y a des projets, il y a des choses. C'est une très grosse question. Il y a des choses qui se font. Tu as peut-être une visibilité sur comment est-ce que les projets qui sont étalés sur des années et que nous, on ne voit pas forcément, mais toi, ta vision des choses, comment tu vois peut-être l'Afrique dans 10 ans, dans 15 ans. Je sais que de toute manière, on a un très grand vivier de jeunes. Oui. Ça, c'est une richesse. Je sais qu'on a de la main-d'œuvre, on a les matières premières, mais on a du mal à s'exporter aussi. C'est-à-dire que moi, je vois qu'on a beaucoup de matières premières, mais quand je prends des produits transformés, des produits finis, qu'on exporte, c'est dur. Je te donne un exemple. Ici, par exemple, moi, je suis allé souvent, j'ai vu que nos produits, les produits exotiques, sont vendus par d'autres communautés. Oui. Il y a très peu de business qui sont tenus par des Africains, alors que c'est des produits qui viennent de chez nous. Comment est-ce qu'on se débrouille en fait pour pouvoir exporter? Bon, enfin, je te dis pas de rentrer dans le détail. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais c'est-à-dire que je trouve en fait qu'on a du mal à s'exporter, on a les ressources. Je ne sais pas si on va y arriver très vite, très tard ou peut-être jamais. Mais toi, comment tu vois en fait, comment tu vois le continent? Mais je sais quand même, en tout cas, pour ne pas reprendre à ta place, qu'il y a beaucoup qui vont continuer toujours de rentrer, qui vont faire vraiment du business, qui croient en tout cas en l'avenir de l'Afrique. Mais toi, ta vision des choses, comment tu vois un peu là? Mais déjà, même, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, beaucoup de personnes qui rentrent, mais même sur place, en fait. Parce qu'on a tendance à voir l'avenir, même si je sais que c'est pas ton cas, mais on a tendance à voir l'avenir de l'Afrique par sa diaspora, ses diasporas en l'occurrence, et parce que les autres qui viennent de l'extérieur peuvent apporter. Mais je pense que déjà sur place, localement, il y a des choses qui se font. Et même sur cette question de business, de l'entrepreneuriat, je pense que c'est parce qu'on a beaucoup aussi cette vision très, comment dirais-je, capitaliste et libérale du business, de l'entrepreneuriat. Mais en réalité, l'entrepreneuriat est en Afrique. Quand on voit par exemple l'économie informelle, un truc tout bête, mais en Côte d'Ivoire, quand tu sors, quand tu te déplaces, tu vois une femme qui vend ses produits sur la route. Pour moi, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat local, du micro-business. Mais c'est aussi une façon, en fait, de se débrouiller, de vendre des produits, ce qu'elle a. Et en fait, elle crée en fait son propre business. Il y a une jeunesse, je pense. Une jeunesse, et encore une fois, on parle avec toutes les pincettes parce que l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la même situation qu'au Congo. Mais si on devait dresser un tableau global, je pense qu'il y a une jeunesse qui est là, qui est prête à faire les choses, qu'effectivement, il y a dans certains pays peut-être un déficit de formation, d'infrastructures, et donc peut-être que ce sont aussi des axes qui pourront permettre de faciliter l'entrepreneuriat, qui pourront aussi débloquer pas mal de portes en fait pour cette jeunesse-là. Le secteur privé, c'est le dynamique du secteur privé, oui, totalement, par le secteur privé et par le secteur privé, mais en fait, le privé ne se fait pas aussi sans le public. C'est-à-dire qu'il faut aussi des infrastructures, il faut que des financements aussi. J'aime bien, du coup, ton point de vue, en fait, sur la manière dont tu vois l'Afrique. C'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément, parce qu'on a l'impression parfois que le salut viendra de la diaspora, même s'il faut que la diaspora s'implique. Mais ce que j'ai surtout bien aimé enfin, en tout cas, au niveau de ton point de vue, c'est que il y a vraiment une matière grise qui est locale. Il y a une richesse locale et c'est vraiment en fait localement que l'Afrique va se développer avec aussi l'aide certainement de la diaspora. Donc c'est vraiment que tu le dises et c'est vraiment important de le souligner. Donc là, on a parlé beaucoup d'inspiration, d'influence. Et toi, dans ton parcours, dans ton cheminement, est-ce que
en termes de documentation, il y a peut-être un livre qui t'a vraiment marqué, ou en tout cas un support ou quelque chose qui a fait aussi, qui t'a permis au moins de savoir là où tu veux aller, de comprendre autrement le monde. Ouais, s'il y a peut-être un livre ou que tu aimerais partager avec nous. Ouais. C'est une bonne question. Je pense plein de livres m'ont déjà marqué, mais en l'occurrence sur la question justement de voir autrement le monde et d'affiner ma compréhension, je pense que la littérature africaine décoloniale a eu pas mal d'impact sur moi. Et désolé de te couper, mais je veux dire, la littérature africaine, tu découvres ça quand en fait en vrai? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez à l'école ou c'est vraiment un truc à titre personnel que tu... Déjà, je trouve... Après, bon, tout est relatif, mais je pense relativement tard. Tardivement, je devais être à la fin de mes études universitaires. Donc, assez tard. Et justement, parce que je suis entourée de personnes qui s'y intéressent, que j'ai rencontrées par exemple à l'ASPA, mais même dans d'autres environnements. Et je pense que le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, c'est un des ouvrages qui m'a vraiment marqué. Et en fait, ce qui est le plus fort à travers ce livre, c'est que certains passages peuvent faire écho à certaines situations aujourd'hui, à des situations contemporaines. Et je pense aussi toujours dans cette lignée à Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Donc vraiment, ce sont deux ouvrages, en l'occurrence là, qui parlent un peu de l'héritage psychologique de cette période. En tant qu'afro-descendant, et de cette période coloniale plutôt, exactement, de l'héritage psychologique. Donc voilà, ce sont vraiment deux ouvrages dont les messages sont très forts et voilà, qui sont inspirants. Je pense qu'il faudrait que moi-même je le rajoute à ma bibliothèque du coup. Ah oui, Parce que le discours sur le colonialisme, je l'ai toujours entendu parler. Je sais qu'il y a même ma soeur qui a déjà lu ça, mais je ne l'ai jamais lu moi. D'accord. Et donc, ouais, je crois que... Ouais, non, les messages sont très forts. Ouais, en tout cas, je te dirai après avoir lu, voilà. Et je pense quand même qu'on a échangé. On a échangé sur pas mal de choses. Et c'était très intéressant d'avoir aussi ta vision sur le monde, l'Afrique, et comment est-ce que tu vois un peu, en tout cas, la jeunesse africaine. Donc, on est pratiquement à la fin. J'ai peut-être juste une dernière question pour toi, même deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire en tant que jeune, surtout? Parce que si nous, on reste dans le cadre vraiment de la jeunesse, s'il y a un jeune qui t'inspire, et puis quoi? Quelle est ta question? Parce qu'il y a un petit rituel ici, la question que tu as pour le prochain invité. D'accord. Donc, il y a Kevin qui t'avait posé la question sur l'Afrique réunifiée. Donc, si tu avais peut-être une question aussi pour le prochain invité, ce serait quoi? Donc, ouais, un jeune qui t'inspire et puis une dernière question pour le prochain invité. Alors, une personne qui m'inspire, je dirais... Je vais pas je vais peut-être pas être originale, mais vraiment dans mon entourage. Vraiment, je suis entourée de personnes... très inspirantes, quoi. Très inspirantes, que j'ai eu justement la chance de rencontrer dans le cadre de mon parcours. Et je pense notamment à une personne en particulier, même si mes amis, beaucoup de mes amis ont des parcours très inspirants, à une amie à moi qui s'appelle Ulfa Ben Saïdi et qui travaille donc actuellement à l'Union africaine. Et elle a vraiment un parcours... Waouh, quoi. Ouais, waouh. Juste, ouais. Mais on la veut. On la veut sur le podcast. L'adjectif, si c'est vraiment ça. Il faut venir. Ulfa, voilà. Non, vraiment. Et en fait, on a un peu les mêmes intérêts et on est aussi confrontés aux mêmes questionnements dans les environnements aussi dans lesquels on navigue. Donc, c'est vraiment une personne de par à la fois son parcours professionnel, académique, mais aussi son engagement personnel qui m'inspire. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Ok. Ah, intéressant. Bah, Ulfa, on te salue et on te veut sur le podcast. Prochaine invité. Prochaine invité. Bah, du coup, c'est une très bonne transition. Ouais, question pour le prochain invité. Ah, pour le prochain invité. Ou la prochaine invité, du coup. Une question, je dirais, quelle est la chose la plus audacieuse que tu as faite et qui t'a permis d'arriver là où tu es actuellement? Ok, voilà. D'accord. Donc, prochaine invité... on va revenir sur cette question. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. Moi, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir répondu à l'appel. On a vraiment échangé. Ça m'a permis aussi de comprendre un peu plus ton parcours, ce à quoi tu aspires et ta vision aussi du monde. C'est vraiment très important. Et je trouve en fait que
avoir en fait ce genre de vision et de compréhension du monde, surtout quand on est afro-descendant et de l'Afrique. Je trouve que c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs, je sais même pas que c'est pas mal, c'est très bien. Cela permet de savoir aussi où tu es, tu sais où tu veux aller, tu connais les enjeux en fait. Donc merci beaucoup. Merci à toi Patrick. et merci d'avoir accepté comme je l'ai dit et puis on se dit voilà à la prochaine. Très vite. À très Merci vite, à toi pour très bientôt. l'invitation. Ciao. Bye bye.